Et je vais maintenant convier notre deuxième invité, qui est Jean Moreau. Bonjour. Bienvenue Jean. Jean Moreau a fondé Phoenix en 2014. Vous la connaissez sans doute. C'est cette pépite de la Tech for Good qui œuvre à la réduction du gaspillage alimentaire. Il co-préside également depuis juin 2019 le mouvement d'entrepreneurs Tech for Good France. Et fort de ces valeurs, Jean Moreau, tu es également notre prix Espoir du Leadership 2020. On est évidemment très fiers. Tu succèdes à Philippe de Chanville de Mano Mano. Donc, on te souhaite le même parcours. On avait envie de te questionner, Jean, sur cette énergie contagieuse qui nous semble évident que tu propages en fait. Et une première question d'abord sur ton parcours, sur cette rupture, comme on l'a vu également sur d'autres de nos lauréats espoirs, comme on l'a vu chez Philippe de Chanville également. Tu as changé finalement de parcours à un moment donné où tu étais dans la finance chez Merrill Lynch. On en avait un petit peu parlé à la soirée de remise des prix de leadership, mais on avait envie de te re-questionner à ce sujet. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de tout plaquer? Est-ce que c'était un choix pour toi raisonné ou finalement un saut dans le vide? Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, déjà, merci pour cette introduction élogieuse. Merci encore au Cercle pour la confiance avec ce prix. Très honoré une grosse pression de succéder à Philippe. Alors moi, ce qui a drivé mon choix de carrière, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à avoir de l'énergie et ce qui m'aide encore, c'est la quête de sens et la volonté d'avoir un impact positif sur la planète. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la banque d'affaires, parce que comme tu l'as rappelé, j'ai un parcours qui à l'origine était assez classique, disons, dans le système éducatif français, en tout cas pour les plus privilégiés d'entre nous, parce que j'ai eu la chance de faire une prépa qui m'a amené en école de commerce, alors pas le STP, même si j'adore cette école, mais j'étais dans une autre école du côté de Cergy-Pontoise. Et puis ensuite, j'ai fait un tour à Sciences Po en affaires publiques pour ajouter un peu une coloration intérêt général à mon parcours et à ma palette d'intérêts et de compétences, et tout ça pour intégrer en banque d'affaires. Donc, j'ai fait 5 ans, comme tu l'as dit, de fusion-acquisition, de M&A, comme on dit dans le jargon, chez Merrill Lynch. Et je ne crache pas dans la soupe, c'était un très bon premier pas dans le monde professionnel. C'est une très bonne école, assez exigeante, mais aussi assez méritocratique, où on est plutôt bien formé, parce que les Américains prennent le temps pour former les juniors, mettent des moyens, investissent, rémunèrent correctement aussi. Mais au bout de 5 ans, j'avais fait le tour du métier et puis j'avais envie d'avoir un impact. Donc moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est ça, c'est la certitude que ce qu'on fait va dans la bonne direction. Et qu'en m'attaquant à la thématique du gaspillage alimentaire, de la fin de vie des invendus et de la redistribution solidaire des produits en fin de vie, je créais quelque chose qui non seulement pouvait avoir de l'ambition, de l'envergure et un modèle économique autonome, mais surtout qui avait de l'impact et qui faisait tourner le monde dans une meilleure direction, ou en tout cas qui nous faisait aller un peu moins vite dans le mur. Euh, et donc voilà, c'était ça moi, le principal moteur d'énergie au quotidien, la quête de sens, l'impact social et environnemental positif via la lutte anti-gaspillage, et l'envie de quelque part incarner une nouvelle façon de faire du business, d'incarner une vision un peu dépoussiérée de l'entreprise, où on peut à la fois combiner une jambe croissance, ambition, impact, un peu comme un mano mano. Enfin, croissance, ambition, chiffre d'affaires et levée de fonds successives, et puis aussi en même temps une vraie attention à la mission de la boîte. Pas être une simple machine à chiffre d'affaires, une machine à dividendes, une machine à rendre de l'argent à l'actionnaire, mais d'avoir une mission un peu plus métaphysique. Donc, c'est ça qui m'a drivé. Je suis content qu'on arrive à le démontrer au quotidien, même si on est encore en cours de chemin. Alors, tu as déjà un bon parcours, puisque 2014, tu as passé peut-être les premières années les plus difficiles, même si quand tu parles de ton parcours entrepreneurial, souvent tu parles de montagnes russes. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'illustration de ces hauts et de ces bas? Comment tu y as fait face? Est-ce que tu étais préparé? Est-ce que tu as des conseils à nous donner à ce sujet? Alors, je pense qu'ils sont partagés par beaucoup, mais c'est encore plus vrai, à mon avis, dans l'entrepreneuriat.
C'est-à-dire que nous, notre métier, une partie de notre métier, c'est justement d'assumer cet ascenseur émotionnel entre, il y a des jours où on a une, deux, trois bonnes nouvelles d'un coup. Par exemple, un contrat avec un beau client, un bon recrutement, une bonne discussion autour d'un financement avec une banque, etc. Et puis, dans la même journée, on peut avoir une nouvelle affreuse, ou en tout cas une très mauvaise nouvelle, qu'elle soit business, RH ou concurrence ou peu importe. Et donc, c'est ça que j'appelle les montagnes russes. C'est-à-dire que très vite, encore plus dans les premières années, on passe dans la même journée, on va cartonner à ah bah non, en fait, on va mourir, on est richissime, ah non, on ne peut plus payer les salaires à la fin du mois. Donc ça, c'est ça qui, à mon avis, fait que l'entrepreneuriat n'est pas adapté à tout le monde, parce qu'il faut pouvoir encaisser ça, il faut pouvoir encaisser une amplitude émotionnelle assez forte au sein d'une même journée, au sein d'une même semaine, et donc surtout ne pas surréagir dans un sens comme dans l'autre, en fait, hein, ne pas s'enflammer en cas de bonne nouvelle, puisque tout peut prendre du temps et tout peut aller très vite dans l'autre sens. Et puis non plus ne pas désespérer ou ne pas se catastropher en cas de nouvelle qui est plus compliqué à appréhender. Donc moi, je n'ai pas de conseils, hein, c'est juste il faut en être conscient avant d'y aller. Et c'est quand même principalement l'intérêt d'être deux ou trois dans l'aventure entrepreneuriale, avec une aversion au risque et une appréhension des bonnes nouvelles qui peut être différente d'un personnage à l'autre, qui peut faire une sorte d'amortisseur de choc. Donc moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé le fait d'être deux pour cette raison-là, d'avoir un tempérament, quelqu'un qui a un tempérament plutôt bullish, qui va s'enflammer à chaque bonne nouvelle, et puis un autre qui a un comportement plus posé, et vice-versa. Je trouve que c'est bien de pouvoir s'aider et se coacher dans ces moments-là. Alors justement, comment s'est faite, la rencontre avec ton associé, Baptiste Corval? Comment vous êtes-vous trouvés? Est-ce que vous êtes choisis? Est-ce que c'était raisonné en fonction de ces complémentarités de profil ou de caractère? Alors, on s'est choisi, oui, parce que c'est comme un mariage, mais ça s'est fait par bouche à oreille, et donc par le réseau des anciens de Sciences Po, par une tierce personne qui n'est plus dans l'aventure Phoenix. Donc, voilà, dans un mal peut naître un bien. Et après, bon, évidemment, pour des questions de complémentarité, de compétences et de parcours, lui était plus un serial entrepreneur, avait pas mal d'énergie pour la phase d'amorçage, c'est-à-dire comment on passe de moins l'infini à 1, enfin de 0 à 1, mais en vrai de moins l'infini à 1, comment on crée un concept, une marque, comment on va chercher les premiers clients, comment on fait les premiers recrutements, comment on enclenche la chose. Et moi, j'avais un parcours plus plus pour bâtir, pour être plus dans la construction et dans la gestion. Et donc, on est très complémentaires par nos parcours, par nos compétences. Il y a eu aussi évidemment un fit humain, et il fallait qu'on s'entende bien, parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on passe nuit et jour sur le projet pendant au moins 2 3 ans. Et donc, on mange du Phoenix au déjeuner, au dîner, et puis les soirs, le week-end souvent. Donc, il faut bien s'entendre. Il faut voir aussi comment la personne en face, l'associé, réagit justement, en cas de super nouvelle et en cas de mauvaise nouvelle. Parce que parfois, ça peut révéler des comportements ou des attitudes qui sont pas souhaitables. Comment on réagit aussi par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, quand il y a des grosses sommes en jeu. Donc, c'est important de diminuer tout ça avant de s'associer. Et puis ensuite, donc, il y a eu aussi une question de vision commune, avoir la même ambition, parce que la voie qu'on a choisie, qui est un peu la même que celle de Mano Mano, toute proportion gardée, c'est-à-dire la voie de l'hypercroissance, de l'ambition, de vouloir construire un leader, c'est une voie parmi d'autres, c'est pas la seule. On peut très bien être dans le small is beautiful et vouloir regarder une boîte autofinancée avec une croissance modérée. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais c'est probablement quelque chose que je ferai sur une prochaine aventure. Mais en tout cas, sur Phoenix, on a pris l'autre voie, qui est d'aller vite, de construire un leader français puis européen. Et donc ça, il faut qu'on soit tous alignés. C'est important de vérifier ça, et puis aligner aussi sur l'esprit. La culture d'entreprise qu'on veut créer en interne, est-ce qu'on a une boîte très verticale ou plus horizontale? Est-ce qu'on est dans le contrôle ou plutôt dans l'orientation? Et ainsi de suite. Donc ça, c'était très important. Et puis après, il y a une part d'intuition, comme dans tout choix et comme dans toute association. Voilà, il faut voir ce qu'on a deep down et suivre ses intuitions. Donc ça, on l'a fait et puis on n'a pas regretté.
Alors, tu as parlé de cet ascenseur émotionnel et de la gestion de ton énergie émotionnelle quelque part et Mm. heu et par rapport à tes équipes, comment, ton associé et toi, vous insufflez de l'énergie à vos équipes? Est-ce que vous proposez des routines énergisantes? Est-ce que ça se fait à l'intuition? Est-ce qu'il y a du concret? Est-ce que c'est planifié? On propose un Red Bull au petit déjeuner tous les matins. Et voilà. Non, le préambule de tout ça, c'est que nous, ce qui donne de l'énergie à notre équipe, évidemment, c'est une partie de notre rôle, hein, on est là pour ça. Mais ce qui est bien dans la Tech for Good de l'entreprise à impact positif, c'est qu'on a une mission forte qui est presque autoporteuse, hein, et qui nous dépasse. C'est-à-dire que nous, en gros, quand on raconte à nos employés que chaque jour on se lève pour sauver des produits de la destruction et soit les donner à des associations caritatives comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours islamique, le Secours catholique ou ainsi de suite, ça donne du sens. Et donc de l'énergie. Ou alors quand on les revend sur notre application mobile, puisque Phoenix fait aussi ça, on a une application mobile grand public pour racheter à prix cassé des invendus. Et ça redonne du pouvoir d'achat à des gens qui en ont besoin, et a fortiori dans la période actuelle. Du coup, tout ça pour dire que cette mission-là, elle donne de l'énergie par elle-même, et c'est toute la force de ces entreprises à impact qu'on incarne et qu'on veut développer. Après, on essaie de transmettre ça aussi dans la culture au quotidien, dans notre façon d'être accessible, lui et moi, de ne pas être dans l'antagonisme qu'on a pu connaître historiquement entre patronat et salariat, d'être beaucoup plus dans l'horizontalité, en transparence aussi. C'est-à-dire qu'on ne cache pas ni nos chiffres de trésorerie, de croissance, ni nos problèmes. On est assez transparent sur sur 95% des décisions, je dirais. Y compris jusqu'à la grille de salaire, hein, qui est transparente. Donc chacun sait chez Phoenix combien est payé. C'est pas simple en France parce qu'il y a un gros sujet culturel à lever autour de l'argent, mais on essaie de le faire. Et puis après, donc voilà, ça c'est des choses qu'on a mises en place. On est allé vers plus d'équité aussi pour motiver les équipes et donner de l'énergie. Donc on a encadré la grille de salaire de 1 à 10. Et en vrai, on est plutôt de 1 à 5 ou 1 à 6, entre le plus petit salaire de Phoenix et le plus gros salaire de l'entreprise, pour aller dans la même direction et garder tout le monde dans le même bateau. On essaie de partager la valeur un peu plus équitablement que dans beaucoup d'entreprises classiques aussi, avec évidemment des BSPCE, c'est-à-dire des actions, des stocks options pour tout le monde, mais également des actions classiques. Donc, tous les salariés sont actionnaires de Phoenix. Voilà, pour essayer pareil, de mieux répartir la valeur que dirigeants, actionnaires, et puis le reste, c'est du salaire et c'est tout. Et ensuite, donc ça, c'est les choses un peu structurelles qu'on fait. Et puis dans les choses qui sont plus gadgets, on a mis en place des e-cafés, c'est-à-dire qu'on a ouvert notre agenda un quart d'heure par jour pour n'importe quel employé, avec qui on prend un café virtuel. Et maintenant, on est 215 chez Phoenix, et donc n'importe qui, chaque jour, a un créneau pour réserver un café en one-to-one avec un des deux cofondateurs, et ça marche très bien. Nos agendas sont quasiment remplis là-dessus. Bonne idée. Alors, tu as parlé du choix de l'hypercroissance. Quels sont les prochains challenges pour Phoenix? Alors, il y en a beaucoup, parce qu'on ne s'est jamais fini, même quand on est à 7 ans, je pensais que, même quand on a 7 ans et qu'on fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, je pensais que la boîte serait plus stable. En fait, non, c'est toujours fragile. Donc, il faut continuer à tout structurer, à consolider. Et donc, nous, on a trois principaux challenges, je dirais. Le premier, c'est la diversification sectorielle. On a beaucoup focalisé nos efforts chez Phoenix pendant 4-5 ans sur la distribution alimentaire, toutes les grandes surfaces, du gros Leclerc de 10 000 m² et plus, en passant par le Carrefour Market, donc un supermarché ou un intermarché, et puis les Naturalia, les Biocoop, la Vie Claire, les petites surfaces de quartier et puis les petits commerçants. Ça, c'était notre beau cœur de métier. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a du gaspillage aussi, à la fois en amont de la chaîne, chez les industriels, chez Danone, chez Nestlé, en sortie d'usine, sur les sites de production, dans la logistique. Donc ça, c'est une nouvelle verticale qu'on va adresser. Et puis, il y en a aussi du gaspillage dans le non alimentaire. Donc là, on a signé un très beau partenariat avec Truffaut sur les plantes et les fleurs en fin de vie qui vont ne plus être jetées, mais qui vont être soit redistribuées à des EHPAD ou des maisons de retraite ou des hôpitaux en fin de parcours, soit revendues à prix cassé sur l'application Phoenix. Mais, donc voilà, on voit qu'il y a plein de choses à faire autour du gaspillage et pas seulement dans le secteur le plus intuitif qui est la distribution alimentaire. Le deuxième challenge pour nous, c'est celui de l'expansion géographique. La France a de l'avance sur la thématique du gaspillage, et c'est une super nouvelle, puisque pour une fois que
La France est pionnière et visionnaire, on va s'en féliciter. Et donc, le gaspillage, c'est un sujet européen et mondial. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas cette ambition-là de devenir une des premières licornes françaises au niveau européen à impact positif. C'est notre ambition en tout cas. Donc, on va ouvrir de nouveaux pays. On a ouvert dernièrement l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie. Et on a encore pas mal de pays dans les tuyaux en Europe et aux États-Unis à court terme, à moyen terme. Et le troisième défi, au-delà de l'expansion sectorielle et géographique, c'est la croissance externe. On a fait beaucoup de croissance organique pour l'instant. Et moi, je suis rattrapé par mes vieux démons de banquier d'affaires et par mon passé de M&A. Donc, on regarde aussi des sujets de croissance externe, de consolidation, puisque dans la foulée de notre succès ou de celui de nos concurrents, dont l'une d'entre elles était d'ailleurs finaliste du prix du leadership, ça a donné des idées à d'autres. Et donc, il y a pas mal de petites structures à consolider. Et nous, on se posera volontiers en consolidateur du marché pour créer une boîte solide. Et donc, tout ça, ces trois défis, ça s'articule évidemment autour de gros sujets managériaux, puisque les personnes qui étaient très bien pour la phase de démarrage, donc d'amorçage, pour passer de 0 à 10 millions, ne sont pas ceux qui nous feront passer de 10 à 50, ni de 50 à 100 ou à 500. Donc, voilà. Moi, un des gros sujets en transverse pour tenir ces challenges, c'est de trouver les bonnes personnes à la bonne place et de faire des changements dans l'équipe sans casser la culture et en m'assurant que la greffe va prendre. Alors, tu l'as dit, hein, tout est encore fragile, même si ça a très, très bien commencé. Si tu devais faire un bilan, tu as parlé de ce troisième associé à un moment donné qui finalement n'est pas resté. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment dans cette aventure de Phoenix? Bon, j'ai aucun regret, il ne faut pas en avoir, mais il y a des choses que je ferais différemment, c'est sûr. La première chose, c'est celle du focus, de la focalisation. Nous, on a fait le choix d'aller assez vite sur une diversification en faisant à la fois des systèmes une plateforme pour optimiser le don alimentaire des invendus, une application mobile grand public et encore un troisième outil. Peut-être que j'aurais fait le choix, si je devais le refaire, je ferais le choix de rester focalisé sur un produit, un secteur, un service pendant plus longtemps. La deuxième chose que je ferais différemment, c'est l'étranger. On est allé assez vite et on se rend compte que c'est quand même compliqué. Et donc, on a la chance d'avoir en France un marché domestique qui n'est pas petit. On n'est pas à la Suisse, la Belgique, Israël ou d'autres pays qui sont vraiment restreints et contraints par leur marché domestique. Nous, en France, le marché est costaud et grand, donc il n'y a pas besoin d'aller à la conquête de l'Europe tout de suite. Et donc, moi, si je devais le refaire, j'attendrais d'avoir un business sur mon marché domestique français plus établi avant de changer d'échelle à l'étranger. La troisième chose que je ferais différemment, c'est j'essaierais d'avoir directement une vision beaucoup plus centrée sur un produit que sur un service. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est de créer dès le départ des choses qui sont réplicables à grande échelle, duplicables. Et donc, quand on vend un produit ou un outil technologique, c'est plus simple que du conseil du jour homme et des recrutements. Et la dernière chose que je ferais différemment, j'en ai dit un mot, c'est la stratégie de financement. Non pas par rejet de celle qu'on a suivie, parce que moi j'ai trouvé ça excitant de faire le parcours de levée de fonds, c'est-à-dire une levée de fonds d'amorçage, plus une levée de fonds de changement d'échelle. Donc nous, on a levé en tout une trentaine de millions d'euros en 3 à 4 tours. Mais si je devais le refaire, pour vivre autre chose, je ferais une croissance plus douce, autofinancée, où j'ai pas d'investisseurs tiers et où je suis en détention entre associés plus les salariés, sans pression capitalistique, juste pour tester un autre modèle, par curiosité. Merci Jean, Voilà merci ce que je ferais différemment. pour toutes ces précisions. On a quelques questions. Je crois que Virginie Galtier, tu avais une première question pour Jean. Oui, bonjour. Déjà, merci parce que votre intervention, on sent toute l'accessibilité que vous pouvez avoir vers vos collaborateurs en particulier, vos convictions. Et puis, je suis assez sensible à toutes ces valeurs que vous décrivez, mais ça ne reste pas des déclarations, quoi. Vous les mettez en pratique et vous les vivez.
Et moi, la question que je voulais vous poser, c'était une question sur la diversité, en fait, et la complémentarité donc, des profils. Est-ce que ça, vous pensez que ça peut créer de l'énergie dans une entreprise, et une entreprise comme la vôtre en particulier? Oui, oui, tout à fait. Alors, nous, on essaye d'être vigilant par rapport à ça et donc d'avoir de la diversité à plein de niveaux dans l'entreprise. Et je pense que, pareil, notre mission, je ne veux pas non plus la surestimer, mais elle nous aide pas mal pour ça, puisqu'elle attire à la fois des gens qui ont un penchant plutôt social, voire ONG. Et le fait qu'on soit au contact à la fois d'un Carrefour, mais aussi le lendemain d'un Resto du Cœur ou de la Banque Alimentaire, ça a attiré chez nous des talents qui venaient du monde des ONG, des assos caritatives, et donc qui ont des profils plus militants. Il y en a d'autres qui sont là pour faire du business assez traditionnel, hein, qui sont des commerciaux qui auraient pu être chez Danone ou Nestlé, et qui vendent nos services à la distribution alimentaire. On a aussi des profils tech, d'ingénieurs, informaticiens. On a des gens qui sont là plutôt pour l'aspect social, redistribution des richesses. Il y en a qui sont là pour l'aspect plutôt environnemental, arriver au zéro déchet, à l'anti-gaspillage et vider les poubelles. Donc tout ça fait qu'on a un mix de talents avec des appétences et une ADN qui est assez différente et qui est chouette. Et d'ailleurs, on essaie de le voir aussi sur le territoire. Ça ne doit pas être une boîte 100% parisienne. Et donc on a aujourd'hui sur les 200 personnes, on est à peu près 80 à Paris. Et puis on a des gros pôles en région. Ils sont 15 à Nantes, ils sont 10 à Rennes, ils sont 8 à Marseille, 12 à Toulouse. Donc voilà, on a un ancrage régional assez fort, dont on est fier aussi. Une autre question, je crois que Maya, tu avais une question. Hop, je me remets quand même en caméra. Bonjour et merci. Hein. Effectivement, moi, mes activités sont dans le recrutement et je me rends compte qu'aujourd'hui, on a du mal à attirer des talents. Et du coup, cette recherche de sens, qui est la vocation même de votre activité, je pense, est un aspirateur à talent naturel, si j'ose dire. Puisque nous, on travaille beaucoup en amont, ne serait-ce même au niveau des annonces, sur voilà, essayer de trouver ces mots et ce sens et les inscrire dès l'offre d'emploi, enfin dès l'annonce déjà, puisque de toute façon, moi, aujourd'hui, on me pose des questions qu'on ne me posait pas il y a un an encore sur les engagements de l'entreprise, sur la politique de sourcing quand il s'agit de chefs de produits ou autres. Et donc, j'imagine que vous n'avez pas de difficulté, en tout cas, du fait de votre activité, de l'essence même de vos actions pour attirer ces talents, justement, non? Enfin, où est-ce que Non, c'est très juste. Alors, nous, ce qu'on a vécu, je peux le partager. Donc, au départ, quand on n'était pas moins connu et moins solide, on attirait déjà pas mal de gens, parce que les gens avaient l'intuition que la mission était chouette dans l'air du temps. Mais qui étaient peut-être davantage des couteaux suisses, moins experts. Et puis, plus la boîte a grossi, plus on a gagné en légitimité avec des beaux contrats, des levées de fonds, et puis des beaux recrutements, puis on appelle d'autres. Plus on a pu attirer des vrais experts, plus seniors, qui étaient prêts à quitter des carrières toutes tracées, y compris en faisant des sacrifices salariaux, parce que parfois, on a tendance à avoir une grille de salaire en décrochage du marché, précisément parce qu'on pensait que la mission pouvait compenser et que la quête de sens pouvait être… quelqu'un préférait être payé, je sais pas, dire 80 000 euros chez nous plutôt que 100 000 euros chez Total. Et puis, on essaie de corriger ça. On essaie de dire la mission, c'est un plus, mais il n'y a pas de raison de ne pas être au prix du marché. Et donc, n'en profitons pas pour faire des négociations, des négos salariales à la baisse, mais essayons de mettre les gens dans des bonnes dispositions. Mais en tout cas, c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont prêtes à faire ce switch, y compris en faisant des sacrifices matériels, quoi. Donc, et à tous les âges et à tous les niveaux de la carrière. Merci. Alors, Philippe Battier, tu as fait un commentaire. Je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole. C'était sous forme de boutade, hein, vous l'avez compris. J'ai envie de dire, Thomas Pesquet sort de ce corps. Où est le défaut dans la cuirasse? Parce que tu coches toutes les cases. C'est pour ça qu'on est fiers de t'avoir donné le prix, puisque nous, on se base à la fois sur un leadership humain, sur le leadership d'influence, sur le leadership technologique, sur le leadership sociétal et environnemental. Bon. Et on se demande parfois, quand on entend des gens comme toi, où est le défaut, quoi, ou l'échec, s'il y en a eu un, je ne sais pas, c'est aussi intéressant d'entendre des échecs.
Il y en a eu, oui, il y en a eu un dans le, comme j'ai dit, il y en a eu un dans le casting de départ. On était 3 et on n'est plus que 2, donc on a perdu un peu de temps et d'énergie sur trouver le bon équilibre entre un duo versus un trio. Ça reste une expérience qui était un peu douloureuse. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est toujours dur de trouver le bon équilibre pour être transparent entre sur les deux jambes qu'on a, hein, la jambe croissance, business et impact. Le dosage du curseur est toujours compliqué entre les gens qui vont plutôt venir chez Phoenix pour l'impact et qui sont moins à l'aise dans le business, et puis les gens qui viennent pour le business et qui ne comprennent pas pourquoi on attache tant d'importance à l'impact. Donc voilà, c'est un boulot d'équilibriste entre les uns et les autres. Bon, mais c'était surtout pour dire bravo, hein, tout ça. Bah, merci, non, merci beaucoup. On est Pour très dire fiers. bravo, c'était On est le très prix, donc. fiers. Je crois qu'il y avait un commentaire de Reslem. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Reslem. Alors, oui, mais écoute, merci encore, Jean, vraiment de ton témoignage très inspirant. Voilà, j'avais juste une question effectivement sur ton application. Donc, moi, je vois qu'elle est déjà disponible et active. Donc, on peut déjà être acteur et actrice voilà, de vos actions, de nos actions anti-gaspi. Donc, ça, c'est chouette, bravo. Et moi, j'avais juste une question sur tes objectifs de développement. C'est quoi tes ambitions aujourd'hui? Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Bah, moi, la principale ambition, c'est de démontrer, démontrer que les sujets à impact et les sujets de ce qu'on appelle la tech for good, la technologie pour le bien commun, ne sont pas des sujets de niche et qu'on peut créer, structurer une belle boîte à grande échelle. Et donc montrer par l'exemple, être une sorte de rôle modèle pour dire, regardez, à côté d'un back market qui fait des téléphones mobiles d'occasion, du matériel informatique reconditionné, à côté de Phoenix, on peut créer comme ça inspirer en fait le changement et montrer qu'on est. Parce que je pense qu'une des limites du secteur, c'est que pendant trop longtemps, ça a été des petites initiatives, pas toujours avec une ambition suffisante, et que voilà, il faut montrer maintenant qu'on est au niveau du reste des startups, qu'on peut créer une belle PME à impact, et que c'est pas antinomique. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de montrer ça. Très bien, merci. Merci à tous les deux. Merci Jean, un grand merci. Merci Raphaël, merci à vous toutes.